Alors, je vais vous parler très rapidement sur la logistique de ce webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, les participants ne peuvent pas parler et ne peuvent pas être vus. Donc, pas de panique si vous n'arrivez pas à connecter votre micro et votre caméra, c'est normal. On ne peut entendre et voir que les intervenants. Au niveau du timing, on est parti au minimum sur 1h30 de webinaire. Suivant le temps de questions-réponses, ça peut être plus ou moins long, mais on va dire que d'ici 11h30, il y aura de fortes chances qu'on en soit sur la fin. Les temps de questions-réponses, on en a prévu 2. Une à la fin de l'intervention de Frédéric et un à la fin de l'intervention au niveau de la méthode, de la feuille de route, et quand on aura présenté les différents ateliers. Ce qu'il faut savoir pour les participants, vous avez 2 onglets en bas à droite, un onglet chat, un onglet questions. L'onglet chat, c'est pour échanger des choses diverses et variées sur le contenu de l'intervention, dire bonjour aussi. L'onglet questions, c'est pour poser des questions sur le contenu de l'intervention, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et les questions qui sont posées, vous pouvez les renforcer en mettant des pouces. Et en fonction du nombre de pouces qu'une question peut avoir, on se dira qu'elle a du poids et que plusieurs participants se la posent, donc elle sera probablement prioritaire pour être relayée par nos brillants modérateurs. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran pour se présenter. J'ai prévu normalement dans les diapos que vos noms et vos structures soient écrites, mais je pense que c'est bien si on associe les visages aux noms avant de démarrer. On va commencer par Vincent, tu es le premier dans l'ordre des slides, vas-y. Oui, bonjour, Vincent Provost, je suis au service de la formation à la DRAF des Hauts-de-France, chargé d'animation pour le développement du territoire, et je ferai office de modérateur aujourd'hui en binôme avec Gaëtan. Merci Vincent. Frédéric, pour la DRAF toujours. Et bonjour à tous, Frédéric Baldacchino, donc je suis au service régional de l'alimentation, donc à la DRAF des Hauts-de-France. Moi, je m'occupe plus spécifiquement de la santé animale et toute filière, donc entre autres de la filière apicole. Je suis également correspondant abeilles, on va dire pour tout ce qui est enquête sur les mortalités massives aiguës des abeilles et correspondant pour la DRAF sur l'observatoire OMAA, dont je vous parlerai brièvement, donc l'observatoire des mortalités et des affailissements de l'abeille mellifère. Voilà. Merci Frédéric. Gaëtan. Bonjour, Gaëtan Ray, je suis chargé de mission scientifique au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Et le conservatoire, il est co-animateur en fait du plan régional d'action sur les pollinisateurs sauvages sous la tutelle de l'Adréal. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur l'état des pollinisateurs et je serai avec Vincent, modérateur pour les questions. Merci Gaëtan. Sophie. Bonjour à tous, Sophie Gratien, Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture assure aussi la co-animation du plan pollinisateur. Et aujourd'hui, je serai votre gardienne du temps. Merci Sophie. Tiffaine. Bonjour à tous, moi c'est Tiffaine Pédron, je travaille à l'OPI, donc c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. Et je vous parlerai d'un des axes du plan pollinisateur que j'anime pour l'échelle nationale, donc l'axe 3, qui est des secteurs d'activité variés que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Merci Tiffaine. Céline Le Provost, je travaille à la DRIAL des Hauts-de-France au service eau et nature et je suis chargée de mission agriculture environnement. Et entre autres dans mes missions, les nitrates, les phytos, le plan pollinisateur et le plan messicole. Sachant qu'on a la chance de copiloter le plan pollinisateur avec la DRAF. Voilà pour les présentations. On a eu quelques nouvelles connexions, donc j'ai revu des gens qui s'inquiètent pour le son. Ne vous inquiétez pas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, c'est normal. Vous n'entendez que les intervenants. Je vous propose de dérouler le diaporama. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Le webinaire est enregistré, ce qui fait qu'on pourra le mettre en replay sur Internet et on vous enverra le lien pour y accéder ainsi que la foire aux questions.
pour celles et ceux qui ont pu en poser. Je vous partage le diaporama. Si jamais il y a des soucis, je fais confiance au modérateur pour nous dire qu'il y a un problème. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama pour commencer? Oui. Parfait. Normalement, si vous le voyez, tout le monde le voit. Je rappelle la petite notion de timing. On devrait avoir fini vers 11h30, sauf si nous avons une avalanche de questions. On verra bien. On va commencer par une partie introductive assez basique. Qu'est-ce qu'un plan national d'action? Et plus particulièrement, qu'est-ce que le plan national d'action pour la protection des pollinisateurs? Tiffaine nous présentera comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et nous fera un focus sur l'axe 3 qu'elle a la chance et le bonheur de piloter. On fera ensuite un zoom sur les Hauts-de-France, plus particulièrement qui sont nos pollinisateurs, quelle pression les menace. Et là, c'est Gaëtan qui nous fera un petit état de la connaissance ou de la non-connaissance, suivant les espèces, pour qu'on se situe un peu au niveau des enjeux. Ensuite, Frédéric nous présentera un petit état de l'art au niveau de la réglementation. Comment est-ce que la réglementation protège ou pas les pollinisateurs? Et ensuite fera un focus sur l'apiculture et les dispositifs qui sont dédiés. Ensuite, on fera une dernière partie pour vous expliquer comment est-ce qu'on compte construire ensemble une feuille de route régionale pour le plan pollinisateur. Tiffaine vous l'expliquera, il nous reste 2 ans pour le plan national pollinisateur. C'est un peu court pour faire un plan régional et on a choisi de partir sur un format un peu plus opérationnel. Donc on vous présentera le principe de cette feuille de route et des différents ateliers en présentiel qui seront organisés entre octobre et novembre et pour lesquels on vous espère nombreux. Vous voyez des petites bulles en dessous, ce sont les temps de questions qu'on a prévus. Alors arbitrairement, on les a placés juste après l'intervention de Frédéric et à la toute fin du webinaire. Donc je compte sur les modérateurs pour nous faire un retour des questions que vous aurez posées dans l'onglet questions. Tiffaine, je te laisse la main et je ne te vois pas. Donc j'espère que tout va bien pour toi. N'hésite pas à me dire si tu veux changer de slide. Ça marche, je suis là, bien présente. Merci. Alors du coup, moi je vais vous parler des plans nationaux d'action en général. Ensuite, on va faire un focus sur le plan pollinisateur et un focus sur l'axe 3 du plan pollinisateur. Donc un PNA, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'orientation qui vise à définir les actions qui sont nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées. Donc l'objectif de ces outils opérationnels, c'est d'organiser un suivi des populations et de mettre en œuvre des actions qui soient coordonnées sur les territoires. Ça vise aussi à informer les acteurs qui sont concernés par la préservation de ces espèces et puis à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. L'outil PNA, donc Plan National d'Action, il a été mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et il a été renforcé suite au Grenelle de l'environnement en 2007. Aujourd'hui, il y a, juste pour avoir une vision d'ensemble, il y a environ 70 PNA qui sont en cours et dont 3 qui parlent des insectes. Donc le PNA papillon de jour que vous avez en bas là, le PNA libellule et puis le plan national, donc c'est un petit peu différent d'un PNA, on va le voir juste après, en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation. En tout, l'ensemble des PNA concerne environ 200 espèces. Là, je ne parle pas que des insectes, je parle de l'ensemble des PNA sur la biodive. On peut passer à la slide suivante. Là, c'est juste pour... j'ai évoqué le fait que le plan national en faveur des pollinisateurs est un petit peu différent des autres PNA. Tout d'abord parce que les PNA... traditionnellement sont portés par le ministère en charge de l'environnement et donc sur les territoires par l'EDREAL. Alors que le plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation est porté par 2 ministères, ministère en charge de l'environnement et ministère en charge de l'agriculture. Et donc en région, c'est porté par l'EDREAL et DRAF, comme on peut le voir ici dans la région Hauts-de-France. Les PNA, de façon traditionnelle, ils listent des espèces menacées. Donc, pour papillons de jour et libellules, il y a entre 30 et 40 espèces qui sont listées. Et donc, on les prendre en compte spécifiquement, leurs besoins précis dans les cycles de développement et la prise en compte de leurs habitats spécifiques. Pour le plan national pollinisateur,
on parle de l'ensemble des pollinisateurs, c'est beaucoup plus large et il n'y a pas de liste d'espèces. Tout d'abord parce qu'on n'a pas la connaissance de toutes les espèces et puis parce qu'il y a une entrée qui est plus sur en fait le service rendu par ces espèces, c'est la pollinisation. Et donc, on n'est pas sur des choses aussi précises. On va toucher plein de secteurs d'activité sur plein de types d'habitats favorables aux pollinisateurs de façon générale. Troisième point qui diverge pas mal entre les PNA traditionnels et le plan pollinisateur, c'est que normalement, les PNA sont organisés selon 3 axes, la connaissance, la gestion et la sensibilisation. Et là, on va voir que pour le plan national pollinisateur, on a 6 axes. Donc, ça balaye, ça s'organise un peu différemment. Donc, ces 6 axes, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a quand même, on a toujours la connaissance, un axe sur l'amélioration des connaissances scientifiques. L'axe 2 est sur les leviers d'accompagnement et les leviers économiques pour les agriculteurs, les forestiers et les apiculteurs. Le 3e axe, c'est autres secteurs. Je ne rentre pas plus dans le détail, on fait un focus juste après là-dessus. 4e axe sur la santé, le bon état de santé des abeilles et des autres pollinisateurs. Le 5e sur la réglementation quant à l'usage des produits phytopharmaceutiques. Et un 6e axe sur les bonnes pratiques agricoles. Donc là, j'ai souligné certains axes. En gros, ceux qui sont soulignés sont portés par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On a l'axe amélioration des connaissances et l'axe autres secteurs, donc tout ce qui n'est pas agricole ni forestier. Et le dernier axe est porté par les deux ministères. Et donc, le ministère de l'Agriculture se retrouve avec, de façon tout à fait logique, les leviers sur l'agriculture, la forêt, et puis ce qui va plus concerner la filière apicole. Donc, comme je vous le disais, au niveau de l'OPI, on est en charge, donc du coup, c'est moi qui suis dans ce rôle-là, au sein de l'OPI, de l'animation de l'axe 3, qui concerne les autres secteurs. Donc, ces autres secteurs sont les secteurs industriels, les infrastructures linéaires, donc bord de route, bord de voies ferrées, transport d'énergie, etc. Tout ce qui va faire des trames sur les territoires. Les aménagements urbains, les aires protégées et ce qu'on appelle les sites de grande emprise foncière. Donc ça, c'est tout ce qui va avoir des grandes surfaces sur lesquelles on peut, si on a connaissance des bonnes actions de gestion, vraiment accueillir la biodiversité. Typiquement, des terrains de golf, sur la partie qui ne sert pas à l'activité du golf, mais sur tout ce qui va entourer le petit gazon qui se veut volontairement ras pour l'activité, tout ce qui est autour. Il y a les terrains militaires, il y a les zones aéroportuaires, pour tout ce qui n'est pas bétonné au sein de ces zones-là. Mais voilà, on brasse en gros toutes les activités humaines qui ne sont pas liées à l'agriculture, mais sur lesquelles on peut mettre en place des actions favorables à la biodiversité. Et l'objectif qui est énoncé dans le plan, c'est de doubler, pour ces secteurs d'activité, de doubler les surfaces favorables aux pollinisateurs d'ici 2026. Merci. Donc, je suis à la moitié de mon intervention. Je vais accélérer un petit peu. Comment on fait au sein de l'axe 3 pour mobiliser tous ces secteurs? On a une entrée par thématique. Donc, j'anime des groupes de travail sur la séquence éviter, réduire, compenser. Comment prendre en compte les pollinisateurs dans cette séquence? Comment intégrer les pollinisateurs dans la formation des aménageurs d'espace? Comment travailler avec les aires protégées? Comment accompagner les gestionnaires pour intégrer la préservation des pollinisateurs dans des documents cadres, donc des chartes de bonnes pratiques, des documents de gestion, etc. Et comment les prendre en compte dans la trame noire, donc dans tout ce qui va être pollution lumineuse. On peut passer à la slide suivante. Les contributeurs de ces groupes de travail, donc c'est volontairement des structures très variées qui vont se compléter dans leur champ de compétences et dans leurs besoins. Donc, il y a des ministères, il y a des établissements publics, il y a des fédérations d'entreprises, des associations de protection de l'environnement, des chercheurs. Et puis, comme on parle aussi des aires protégées, toutes les têtes de réseau des aires protégées, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, conservateurs du littoral, conservateurs d'espaces naturels et réserves naturelles. Les principaux travaux qui sont en cours, donc là je vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, on pourra en discuter soit au sein de ce webinaire, soit plus tard. C'est de faire le bilan de ce qui est mené actuellement au sein de ces aires protégées, non pas ces aires protégées, mais de tous ces secteurs d'activité.
de rédiger des fiches sur la séquence ERC. Donc ça, c'est en particulier avec le CEREMA et l'UPGE qu'on travaille à la rédaction de 8 fiches techniques là-dessus. Au niveau de l'OPI, comme on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins de formation, c'est quelque chose qui a remonté au niveau du groupe de travail formation. On est en train de travailler sur un kit qui se veut autoportant sur les pollinisateurs pour qu'au sein des entreprises, les professionnels puissent se former entre eux. Il y a un guide qui est en cours de rédaction aussi sur la réalisation d'inventaires de pollinisateurs par les gestionnaires d'aires protégées. Donc là, je rédige ça et c'est suivi de près par Patrinat, donc au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a RNF qui a fait un travail sur l'implication des aires protégées possible dans le prochain, la mise en œuvre du règlement européen restauration de la nature, et donc sur le suivi des pollinisateurs au sein de ce règlement. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter. Et puis un bilan des actions menées au sein des aires protégées qui se fait au fil de l'eau. L'animation de l'axe 3, c'est aussi des ateliers et de la sensibilisation dans le cadre de colloques ou de rencontres professionnelles. Donc là, voilà, j'ai mis à titre d'exemple des lieux dans lesquels on peut faire des interventions sur les pollinisateurs, reprendre en gros les enjeux du déclin, de la préservation et les actions à mettre en œuvre pour les préserver. On peut passer à la suite. Il y a des ressources qui sont sorties là en ce début d'année sur donc un 4 pages vraiment sur de la sensibilisation de base sur les pollinisateurs et les ruches, donc éviter les confusions et savoir comment on agit en fonction de nos objectifs au sein des entreprises. C'est entreprise, mais ça marche aussi pour les collectivités et pour la culture générale aussi. Donc, je vais vous montrer après où vous pourrez vous procurer de ces ressources-là. Et puis, un peu plus technique, un 12 pages sur comment prendre en compte les pollinisateurs, mais pas seulement. Là, c'est un peu plus large sur les autres insectes dans les atlas de biodiversité communale. Donc là, c'est vraiment centré sur les collectivités locales. Et enfin, donc vous avez un site de partage des ressources qui s'appelle pollinisateur-ressources.insect.org sur lequel je partage les principales ressources. Donc si vous en avez à partager, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc il y a mon adresse mail juste en dessous. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés ou par filtre, donc selon les catégories, le type de ressources, les secteurs d'activité qui vous concernent, les thématiques particulières. Et donc, il y a des petits résumés sur ces ressources. Il y a des coups de cœur sur la première page. C'est toutes les ressources qui sont entourées en vert. Et ensuite, il y a des onglets donc national et régional que vous avez en haut là sur la barre qui est en noir. Ou notamment dans l'onglet régional, je partage selon les connaissances qui sont partagées en région, les informations sur les déclinaisons locales du plan pollinisateur. Et j'en ai fini sur ma présentation, donc ensuite on pourra garder du temps sur les questions-réponses. Un grand merci à toi, Tiffaine, de ce partage de ressources. Ce qu'on fera, c'est qu'on remettra aussi la mention du site dans l'article où on mettra le replay du webinaire de façon à ce que chacun puisse aller voir ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources. Alors on n'est peut-être pas exemplaire en Hauts-de-France pour poster des actus, mais on a bon espoir de s'améliorer, notamment avec la feuille de route régionale. Et c'est vrai qu'il y a des régions qui sont très très dynamiques et on peut aller pêcher de l'inspiration sur ces sujets-là. Alors attendez, j'ai perdu ma souris, mais je vais la retrouver. Elle est ici. Voilà. On va enchaîner avec toi, Gaëtan, pour nous présenter l'état des connaissances des pollinisateurs en Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Donc effectivement, là, je vais vous présenter un petit état des connaissances. Donc c'est plus dresser un état des lieux, voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc forcément, vous allez voir, il y a des approximations, parce que c'est pas tout sur les insectes pollinisateurs dans les Hauts-de-France. Donc c'est plus ça l'objectif, plus que vous faire un étalage des menaces et des pressions que l'on connaît tous plus ou moins. Donc, pour rappel, les 5 principaux groupes d'insectes pollinisateurs sauvages, ce sont les abeilles sauvages, les cires, les papillons, les guêpes et les coléoptères floricoles. Donc, on va commencer un petit peu par la connaissance sur un groupe qui est beaucoup plus largement connu, où on commence à avoir pas mal d'informations au niveau régional, donc les lépidoptères.
Donc les chiffres que j'évoque ici donc sont issus, vous allez voir après, donc du plan régional d'action en faveur des papillons donc de jour. Donc j'ai extrait quelques informations parce que ces papillons de jour sont aussi des insectes pollinisateurs. Donc à l'heure actuelle en région, donc c'est un groupe qui est le mieux connu. Nous avons 91 espèces dans les Hauts-de-France avec 14 espèces récemment éteintes. Donc on voit bien, on a une couverture de prospection au sein de la région qui est quand même assez importante sur ce groupe. Et donc, en termes de connaissances, nous avons en Hauts-de-France, on bénéficie donc d'une liste rouge des papillons de jour et des hygiènes, donc qui est parue donc en début d'année, donc qui est disponible. Donc, on revoit un petit peu cette petite carto, donc l'extrait du plan régional d'action sur le nombre donc d'espèces menacées par des départements. Et on se rend compte qu'on a quand même donc une grande majorité donc de nos espèces de papillons de jour qui ont un statut de menace donc important. Par exemple, un quart de nos espèces sont classées en danger. Et donc voilà, ils avaient un plan régional d'action donc des papillons de jour qui est paru donc sur la période 2022-2028, qui est paru récemment et qui est co-animé par Picardie Nature et le GON sous le pilotage donc de l'Adrial. Alors il y a aussi les papillons, on a les papillons de jour et on a donc les papillons donc de nuit, donc les hétérocères. Donc là j'ai fait un distinguo entre macro et micro hétérocères. Donc là sur les macro hétérocères, on a environ 1000 espèces donc macro hétérocères donc dans les Hauts-de-France. Pour l'instant le chiffre exact est inconnu. On n'a pas ce travail encore en région pour élaborer donc une liste régionale. Et donc de fait, comme c'est inconnu sur le nombre d'espèces, nous n'avons pas non plus de liste de rareté régionale, ni de liste donc de menaces, de liste rouge donc sur ce groupe. Pour les micro-hétérocères, alors là c'est encore moins de connaissances. On sait qu'on a un certain nombre d'espèces, qu'il y a des inventaires qui se font à droite et à gauche en région, mais on n'a pas donc de nombre d'espèces vraiment recensées. On n'a pas de liste encore partagée sur ce groupe donc des micro-hétérocères qui regroupent une large famille de papillons de nuit. Ensuite, le deuxième gros groupe donc d'insectes pollinisateurs donc en région, c'est les cirfes. Donc là ici, on a une connaissance qui commence à être qui monte un peu en puissance dans la région. À l'heure actuelle, on a 217 espèces qui ont été recensées dans les Hauts-de-France et chaque année, au fur et à mesure des différents inventaires qui sont menés par différents acteurs en région, nous découvrons donc des nouvelles espèces donc de cirfes. Donc voilà, pour l'instant, on a à peu près un peu plus de 200 espèces donc de cirfes dans la région. Et pour l'instant, donc en termes de statut, on n'a pas grand-chose en région. On a surtout en fait une nouvelle liste rouge donc européenne des cirfes qui est parue donc récemment, qui fait une évaluation sur un peu moins de 900 espèces donc au niveau européen, où on a donc à peu près un quart des espèces qui sont classées en danger à l'échelle européenne. Et donc en région, comme je le disais, on n'a pas de statut de liste de rareté ni de liste rouge dans les Hauts-de-France parce qu'on est toujours en phase d'acquisition donc de connaissances sur ce groupe. Ensuite, le troisième groupe, ce sont donc les abeilles sauvages. Donc là, les abeilles sauvages, la connaissance régionale, c'est pareil. On est en progression donc régulière, en constante. On a environ 350 espèces donc dans les Hauts-de-France recensées donc à ce jour. Mais parmi toutes ces familles d'abeilles, on a un groupe d'espèces qui est un peu plus connu parce qu'on avait une dynamique régionale qui date un petit peu plus longtemps. C'est sur les bourdons, où à l'heure actuelle, nous avons donc 22 espèces de bourdons connus à l'échelle régionale. Et donc ces bourdons sont un peu plus connus parce qu'il y a eu des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un projet Interreg, donc SAPOL, où il y a eu d'abord l'élaboration d'un atlas préliminaire des bourdons dans l'ex-région Nord et Pas-de-Calais. Et ensuite, il y a eu un atlas des bourdons qui a été élaboré à l'échelle du nord de la France, donc l'ensemble des Hauts-de-France et de la Belgique, qui a pu donc dresser en fait la liste des espèces et des premières cartes de répartition des bourdons en région. Et donc voilà, on a un petit peu la répartition de la connaissance. Alors cette répartition de la connaissance des mailles occupées par les espèces est très tributaire des contributeurs qui ont participé donc à cet atlas. Donc effectivement, il y a eu une grosse dynamique dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, donc ce qui explique qu'on a des chiffres plus importants en termes de nombre d'espèces. Donc, mais petit à petit, ça se corrige et ça s'homogénéise à l'échelle donc de la région. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit parent pauvre qui est le département de l'Oise, mais là, cette année, il y a eu des travaux d'inventaire qui ont été menés, donc on va avoir un nombre d'espèces beaucoup plus important. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est donc moins en moins donc
de suite à mi-parcours. Merci, grâce Sophie. Nous avons un peu en perte d'espèces, hein, parce qu'on avait avant 1950 27 espèces de bourdons, et actuellement nous en avons plus que 22 espèces depuis 2000. Sur les abeilles, on a une liste rouge européenne qui a été publiée il y a quelques années, donc il est à disposition pour être un peu les statuts. On a des travaux actuellement donc sur une liste rouge nationale qui va probablement paraître en 2026, qui est portée donc par le Muséum et l'Observatoire donc des abeilles, qui sont en phase d'acquisition des données donc par les différents donc partenaires et structures qui produisent de la donnée. Donc peut-être parmi vous certains ont été sollicités pour refaire remonter donc des données. Et par contre, j'évoque la liste rouge de Belgique parce qu'on est un peu frontalier avec cette région qui, pour certains aspects, nous se ressemble énormément d'un point de vue paysage. Et eux, ils ont élaboré donc en 2019 la liste rouge donc de Belgique sur les 404 espèces recensées donc en Belgique, où ils avaient donc en fait à peu près 32% de leurs espèces qui sont donc menacées. Donc ce qui fait près 113 espèces menacées à l'échelle de Belgique. Donc ça nous donne un peu, c'est une ressource qui peut nous aider dans l'évaluation de certaines espèces lors des observations des uns et des autres pour voir quelques tendances. Et donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas donc de liste de rareté complète sur toutes les abeilles. Je dis bien complète parce qu'on a une liste de rareté régionale sur les bourdons qui a été publiée lors de l'apparition de l'Atlas. Et on n'a pas donc de liste rouge, par contre, pour les abeilles dans les Hauts-de-France. Et donc voilà, la liste de rareté des bourdons dans les Hauts-de-France. Donc elle a été publiée donc en 2020 sur la période 2010-2019. Et donc on a donc 50% de nos bourdons qui sont à un statut de rareté qui est assez fort. Et surtout, on a donc 7 espèces éteintes qui n'ont pas été observées avant cette période donc de 2010. Maintenant, on va s'intéresser à un autre groupe qui est les guêpes. Alors les guêpes, c'est vraiment un groupe qui est très mal connu, très peu étudié. Donc là, j'ai pu avoir des échanges notamment avec un de nos spécialistes régionaux, donc Jean-Luc Vago, pour voir un petit peu quels sont le nombre d'espèces donc de guêpes que nous avons dans les Hauts-de-France. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement de vraie synthèse, mais bon, on a échangé sur quelques chiffres. Donc il y aurait 639 espèces dans les Hauts-de-France. Donc à la fois ce qu'il appelle les guêpes au sens large et une famille de guêpes qui sont des symphytes avec 369 espèces donc de symphytes, pour lequel il y a eu des publications de listes effectuées donc en région. Et après aussi, il y a donc des centaines d'espèces d'hyménoptères sur différentes familles, donc les ichneumons, les calcidiens, sur lesquels pour l'instant il n'y a pas donc de synthèse régionale, voilà, on ne sait pas où on est, donc c'est par-ci par-là, il y a quelques chiffres, mais voilà, donc c'est juste pour dire que ces chiffres-là sont aussi sous-estimés et que c'est un groupe vraiment très important numériquement. Et donc forcément, avec cette mauvaise connaissance, en région, nous ne disposons pas donc de liste de rareté ni de liste rouge, étant donné qu'on n'a pas encore de liste régionale de ces espèces. Donc en résumé, ce petit graphique, c'est juste pour vous montrer en fait la diversité spécifique des groupes d'insectes pollinisateurs qui sont entourés en rouge en proportion de d'autres groupes d'insectes, faunistiques qui sont très régulièrement donc étudiés donc en région. Si on compare par rapport aux mammifères donc terrestres avec 59 espèces ou les 171 espèces d'oiseaux nicheurs, on voit que donc nos insectes pollinisateurs sont une diversité spécifique extrêmement importante et avec pour certains groupes donc encore largement méconnus, avec donc des chiffres qui pourraient largement évoluer dans les années qui viennent avec l'amélioration de la connaissance. Et enfin, si on regarde un petit peu en termes de proportion, on voit bien que nos insectes pollinisateurs, par rapport à des chiffres que j'ai sortis via l'Observatoire régional de la biodiversité et avec des échanges avec quelques spécialistes de groupe, les insectes pollinisateurs, on voit que c'est à peu près 5 groupes et c'est à peu près 70% de la richesse spécifique des groupes faunistiques en région. Et voilà, j'en ai terminé pour ce petit panorama régional sur les insectes pollinisateurs. Un grand merci Gaëtan. Et il y a une question moi qui me vient, je vais peut-être la poser maintenant parce que c'est plus de la précision sur le champ d'action du plan pollinisateur. On n'aborde pas d'autres espèces que les insectes, on est d'accord sur ce plan-là? Oui, tout à fait, c'est ça, on évoque que les insectes, oui. Ok, d'accord, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des petits animaux qui contribuent à la pollinisation aussi. Tout à fait, oui. On va enchaîner avec ta présentation, Frédéric, sur des éléments réglementaires et la présentation aussi plus focalisée sur nos abeilles domestiques et le domaine de l'apiculture
pour faire un petit état de santé au niveau des Hauts-de-France. Je te laisse la parole. Merci Céline. Diapo suivante du coup. Donc en introduction, c'était une petite diapo pour présenter la filière apicole à la fois en France et en région. Donc c'est des sources des données viennent de France Agrimaire, elles datent de 2022. Donc on avait plus d'1,7 million ruches en production en 2022. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 1,9 million, on pas loin des 2 millions de ruches en France en production. Environ 62 000, plus de 62 000 apiculteurs. Ça a aussi augmenté en 2024. On est pas loin des 70 000. En Hauts-de-France, on est à environ 3 000 apiculteurs, avec, on va dire, une majorité d'apiculteurs non professionnels. Et sur la production en miel, vous voyez les trois principales régions, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Avec Auvergne-Rhône-Alpes plus de 5000 tonnes de miel produit par an, et dans les Hauts-de-France on est en tout cas pour 2022 on était à 1134 tonnes de miel, et avec des rendements finalement dans les Hauts-de-France qui sont en général au-dessus des rendements nationaux, parce qu'on est normalement à 22,9 en moyenne kilos de miel par ruche et par an, et dans les Hauts-de-France en général en fonction des années c'est entre 23 et 24 kilos. Donc voilà pour un petit panorama de l'apiculture. Alors le cadre réglementaire, c'est ce qui concerne plus particulièrement l'axe 5 en fait du plan pollinisateur. Donc l'idée c'est de vous montrer ce qui est effectivement déjà prévu réglementairement. Alors il y a de la réglementation qui est à la fois européenne et nationale. On va dire qu'il y a deux volets d'action en matière de réglementation pour protéger les pollinisateurs. C'est à la fois la réglementation qui concerne les autorisations de mise sur le marché des produits pharmaceutiques, donc les exigences qu'on va demander par rapport à ces produits, les règles d'étiquetage, et puis ensuite comment ces produits vont être utilisés et par les professionnels. Et donc récemment, il y a un arrêté, donc l'arrêté du 20 novembre 2021, qui finalement a précisé des modalités à la fois d'autorisation et d'utilisation de ces produits, en particulier sur les cultures attractives, et soit sur les cultures attractives et aussi les zones de butinage. Donc les zones de butinage, ça va être les zones qui vont attirer les abeilles, mais ça peut être des zones agricoles, mais aussi non agricoles. Donc ça étend un peu le champ finalement de la réglementation. Diapo suivante. Donc, si on regarde un peu la réglementation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous ai mis du coup les différents règlements. Donc, il y a des règlements européens, par exemple donc le 1107/2019, qui va être beaucoup plus sur les exigences en matière d'étiquetage. Donc là, c'est tout ce que un producteur, enfin un fabricant de produits pharmaceutiques va devoir en fait finalement indiquer sur son produit. Et derrière, forcément, l'utilisateur va devoir respecter ces mentions. Ce qui concerne plus spécifiquement l'arrêté du 20 novembre 2021, donc c'est une évolution réglementaire finalement qui a évolué en même temps que le lancement du plan pollinisateur du coup en 2021. L'idée, c'était que sur des cultures finalement attractives, on restreigne l'application de produits sur ces cultures-là. Déjà des produits autorisés, donc sachant qu'il y a des produits qui sont interdits car dangereux sur les abeilles, et d'autres qui peuvent être dangereux, mais qu'on peut quand même utiliser sous conditions. Et donc ces conditions, c'était en tout cas de restreindre leur utilisation à une plage horaire, donc 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après, pendant la période de floraison. Donc ça, c'est ce qui a été introduit par cet arrêté. Et en plus, donc on a du coup une liste des cultures. Donc ça, c'est pour toutes les cultures attractives. Et donc cet arrêté ne s'applique pas en revanche sur des cultures non attractives. Donc il y a une liste qui a été qui est publiée et qui peut être revue, qui a été revue en 2024, et où on va retrouver des céréales, houblon, pommes de terre par exemple. Diapo suivante. Du coup, je vais aller vite sur sur l'aspect réglementaire.
Donc, il y a aussi une réglementation, là c'est un arrêté national, pour ne pas mélanger de façon extemporanée des molécules, notamment les pyréthrinoïdes et des produits à base de triazole ou d'imidazole en période de floraison. Et il y a aussi un arrêté sur la maîtrise de la dérive des traitements pour éviter finalement qu'il y ait diffusion de traitements hors de la parcelle qui va être traitée, notamment sur tout ce qui est haies, arbres, bordures. Donc c'est par exemple de ne pas traiter quand il y a des conditions de vent avec des vents assez importants, notamment au-delà de 20 km/h. Diapo suivante. Céline, pardon. Ah oui, voilà. Il y a un arrêté pour maîtriser les poussières des semis de maïs enrobés. Il y a un arrêté également sur le contrôle des pulvérisateurs. Donc les agriculteurs doivent contrôler leurs pulvérisateurs régulièrement pour éviter justement qu'il y ait une perte de produits et maîtriser justement cette qualité d'application. Et enfin, il y a une déclaration à faire de ce qu'on appelle de phytopharmacovigilance par rapport aux effets non intentionnels constatés de ces produits. Ça peut être aussi bien sur l'homme, mais aussi sur, sur les abeilles ou sur les plantes. Donc ça, c'est des choses à faire remonter. C'est un article du Code rural qui le précise. Donc juste pour préciser qu'en fait, ce cadre réglementaire, finalement, il impose des obligations aux distributeurs, aux fabricants, aux distributeurs et aux utilisateurs de ces produits. Et donc au niveau du SRAL, donc Service régional de l'alimentation, on a des inspecteurs qui sont spécialisés dans ces contrôles et qui font donc régulièrement chaque année des contrôles pour vérifier le respect de cette réglementation. Merci. Diapo suivante. En matière de surveillance du coup de la santé des abeilles, avec un focus plus particulièrement sur l'abeille mellifère, en fait, ce qui a été mis en place en France, ce qui a été mis en place en 2017, c'est un observatoire des mortalités et des affaimissements de l'abeille mellifère. Donc c'est un dispositif qui a pour but de recenser les événements de santé qui sont observés dans les ruchers, de regrouper différents dispositifs de surveillance. Donc vous allez voir, je vais vous les présenter. Il y a des dispositifs qui sont prévus par l'État réglementairement et des dispositifs non prévus par l'État, d'accompagner finalement les déclarations qui peuvent être faites par les apiculteurs et finalement d'utiliser toutes ces données, de les rassembler, de les collecter et de les exploiter par une analyse au niveau national, mais qui peut être également faite au niveau régional. Donc si on regarde par un diapo suivante, donc c'est un dispositif qui a été lancé en 2017 dans des régions pilotes, en 2017-2019, en Auvergne-Rhône-Alpes, et finalement on a un déploiement national qui s'est fait en 2023. Donc les Hauts-de-France ont lancé le dispositif avec la FRGTV, donc Fédération régionale des groupements techniques vétérinaires, qui est maître d'œuvre donc de ce dispositif. Et donc je vous ai mis le numéro national. Et il y a également le Centre Val-de-Loire qui a lancé son dispositif pour information en 2024. Donc cet observatoire, il regroupe 3 dispositifs. Juste avant. Pardon. Le dispositif de surveillance maladie réglementée, qui est un dispositif pris en charge par l'État, un dispositif de surveillance mortalité massive aiguë, également pris en charge par l'État, et un dispositif de surveillance autres troubles, qui est un dispositif non État, mais qui va être financé par finalement l'OMAA, l'Observatoire de mortalité affectant l'abeille. Donc rapidement pour les différents dispositifs État, en tout cas, ce qui est prévu réglementairement. Diapo suivante. Donc sur les maladies réglementées, on a en fait les apiculteurs ont obligation de déclarer des cas suspects de ces maladies réglementées, et derrière il y a une investigation dans le cadre de ce qu'on appelle la police sanitaire avec des mesures de lutte qui peuvent être imposées. Donc ces mesures de lutte, elles sont imposées par un nouveau règlement européen qui je vous ai mis en règlement 2016-429, également appelé loi santé animale, qui a revu la catégorisation des maladies et surtout qui a harmonisé les règles de surveillance, de prévention et de lutte au niveau national, européen. On va dire que les 2 principales maladies pour lesquelles aujourd'hui l'État va mettre en place des mesures de police sanitaire, donc de lutte, ça va être Aetina tumida, donc le petit coléoptère des ruches, et Trochilelaps, donc qui est un acarien qui est non présent sur le territoire national. Aetina tumida, lui, a été détecté à La Réunion l'année passée. Diapo suivante.
Sur l'aspect mortalité massive aiguë, c'est également un dispositif qui est encadré réglementairement. Le principe, c'est que l'apiculteur va surveiller s'il a des mortalités massives aiguës et il va les déclarer. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, mais bon, l'idée, c'est de les déclarer pour essayer de faire une investigation et aussi une enquête environnementale. Donc là, l'intérêt, sinon, c'est en fait, de servir de l'abeille comme une sentinelle. Et donc, ça va être un point d'entrée pour voir les impacts de certains produits phyto. Alors, soit parce qu'il y a des problèmes liés aux produits, soit parce qu'il y a des problèmes au niveau des usages. Donc, on parlait des contrôles des collègues qui faisaient sur les produits phytopharmaceutiques, donc au niveau du SRAL. Ces épisodes de mortalité massive aiguë, ça peut orienter finalement nos contrôles au niveau du SRAL dans un environnement agricole donné. Voilà, c'est fini. Donc, ma conclusion, diapo suivante. Donc voilà, tout ça pour dire que donc vous avez vu le plan pollinisateur, l'intérêt de ce plan, il a été lancé en 2021-2026 au niveau national. Donc là, au niveau régional, on essaie l'objectif, c'est de le décliner. Donc on s'est réunis effectivement au niveau de Real Draft pour l'année passée pour voir comment le décliner. Donc on a réuni avec un comité d'animation, avec la Chambre, le Conservatoire d'espace naturel, le Conseil régional. Donc on va parler méthodologie après. Et l'idée, c'est de comprendre que finalement ce plan, il s'inscrit aussi dans une évolution réglementaire européenne, donc notamment la loi sur la restauration de la nature, avec l'idée de préserver notre nature et les services de la nature. Et il y a un point en tout cas particulier sur les insectes pollinisateurs dans ce règlement, qui est d'inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2030 et parvenir à une tendance à la hausse des populations de pollinisateurs grâce à une méthodologie de surveillance régulière des pollinisateurs. Voilà, ça pour dire que ce plan, il s'inscrit aussi à un enjeu qui va bien au-delà de la région, même nationale, même européenne. Voilà. Un grand merci Frédéric pour cette transition absolument parfaite. Ce qu'on avait dit par contre, c'était qu'on prenait un petit temps de questions-réponses. Donc je vais me tourner vers nos modérateurs. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ? Écoute, là on a une qui, je pense, s'adresse directement à Gaëtan en fait. C'est suite au panorama que tu as fait sur les principaux groupes de pollinisateurs. Est-ce qu'on a des infos sur les autres familles de diptères? Est-ce qu'on peut mesurer l'importance des groupes de diptères par rapport aux principaux groupes que tu as présentés? Alors, la connaissance de notre famille de diptères, il y en a un petit peu en région, mais rien n'est centralisé, c'est très disparate. Il y a quelques personnes qui font quelques autres groupes de diptères, mais il n'y a rien de mutualisé à l'échelle régionale. Donc, à l'heure actuelle, on est incapable de sortir des chiffres d'espèces d'autres familles de diptères, donc à l'échelle régionale. Est-ce qu'on peut mesurer l'importance de ces groupes par rapport à la pollinisation? Il y a de nombreuses études qui sont menées sur les interactions plantes-pollinisateurs, donc insectes pollinisateurs. Et dans ces études-là, donc on peut, en fonction, donc observer les différentes espèces d'insectes qui sont présents sur les fleurs. Et donc c'est vrai que généralement ces études se portent souvent sur les papillons de jour, les abeilles et les cirphes, et très peu sur les autres familles de diptères. C'est parce que surtout c'est les manques de compétences d'identification de ces diptères en fait en région, et même au plus largement que ça au niveau national. Donc souvent c'est un manque de transfert de connaissances et de compétences sur le sujet qui fait que on a peu d'études là-dessus, mais oui, ça peut être faisable. C'est faisable. Il y a certainement avoir des études en droite à gauche sur le sujet, mais il faut avoir les compétences pour bien déterminer les insectes. Merci Gaëtan, merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on en reste là? On a une nouvelle question là qui vient d'arriver à l'instant. Je pense que c'est pour Frédéric. Et donc, ça concerne, à mon avis, les produits phyto. En fait, la question, c'est de savoir si les restrictions des produits sont liées aux produits et pas à la quantité. Et sachant que l'abeille de ruche est bien plus résiliente que l'abeille sauvage, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur la santé des pollinisateurs? Alors, sur la première question, alors c'est pas moi qui fais les contrôles phyto, mais en fait, ce qui est important,
il y a effectivement la restriction sur les produits, mais il y a aussi l'aspect de respecter les conditions, les mentions d'étiquetage. Donc, ça veut dire évidemment respecter la quantité du produit administré. Donc, dans tous les cas, il y a une obligation par rapport au produit utilisé et à la quantité. Et alors, effectivement, au niveau du ministère de l'Agriculture, cet observatoire OMA, il cible effectivement que l'abeille domestique. Et du coup, peut-être après, Gaëtan pourra peut-être compléter, mais il n'y a pas vraiment de dispositif pour mesurer l'impact réel sur les santé des pollinisateurs, mis à part après des études scientifiques globales pour évaluer tel type de produit. Mais localement, on va dire, le seul moyen de voir s'il y a des impacts de traitement particuliers sur les abeilles, ça va être finalement cet observatoire qui va permettre de signaler des mortalités massives aiguës. Et s'il y a un impact forcément sur ces abeilles effectivement domestiques, comme vous dites, derrière, il y a aussi des impacts sur les pollinisateurs sauvages. D'ailleurs, ça me permet de réagir, parce que dans le chat, il y a un peu d'explications complémentaires à ce que tu viens d'expliquer. Très bien. Par Laurie Vallot, qui explique que ta collègue, voilà, la quantité est également réglementée selon l'AMM du produit. Et ainsi, ce qui est également réglementé, ce sont le fractionnement, les dates et les stades d'application des produits qui sont également réglementés. On voit ça, les petites précisions que ta collègue est en train de nous fournir dans le chat. Merci Laurie, on essaiera de les intégrer à la foire aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on déroule? Là, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Bon, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. De toute façon, on a un autre temps questions-réponses à la fin du webinaire et a priori, ça devrait pas tarder. Donc, comme ça vous laisse le temps de reposer vos questions par écrit. Laurie complète. Tous les signalements en dénonciation d'usage de phyto sont pris en compte et font l'objet de contrôle si les éléments reçus sont suffisamment probants. Voilà, il n'y a pas seulement effectivement les mortalités d'abeilles, mais ça peut être aussi des particuliers ou enfin voilà des gens, des différents témoins qui peuvent constater des mauvais usages par des agriculteurs qui peuvent faire un signalement à la DRAF et derrière, voilà, ça peut orienter aussi des contrôles. Ok, merci Laurie. Je vous propose qu'on enchaîne sur ce qu'on a prévu de faire en région pour décliner le plan national d'action pour la protection des pollinisateurs. Pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. Donc Frédéric en a dit un mot et il me semble que Tiffaine aussi. Donc on est bien sur un plan qui est piloté par la direction de l'agriculture et la direction de l'environnement. On a aussi le Conservatoire des espaces naturels qui est notre animateur régional spécifique sur le volet connaissance, la partie veille, recherche et plus globalement tout ce qui concerne la partie scientifique du projet. On a aussi des partenaires régionaux qui sont le Conseil régional et la Chambre d'agriculture et tout ce petit monde-là se réunit environ tous les 2 mois pour échanger sur les actualités du plan et notamment pour l'année que nous venons quasiment de bien entamer. On a beaucoup discuté sur quelle forme devrait prendre la déclinaison du plan pollinisateur en Hauts-de-France. Et étant donné qu'il ne nous reste que 2 ans, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs qui agissent sur ce plan-là, mais peut-être de façon assez séparée, et étant donné aussi qu'il y a beaucoup d'actions sur le terrain qui se font autour des pollinisateurs, on s'est dit qu'il serait peut-être raisonnable de partir sur une feuille de route opérationnelle, c'est-à-dire quelque chose d'assez concret et qui serait facile à évaluer sur 2 ans, facile à construire, qui aurait vocation surtout à fédérer les acteurs, à les mettre ensemble autour de la table, à discuter de ce qu'ils font et à essayer de se croiser un peu davantage. Et tout ça en se disant qu'on va chercher quand même à gagner peut-être un peu en ambition, c'est-à-dire à se dire comment est-ce qu'on pourrait prendre ces actions-là, les faire mieux, ou en faire de nouvelles qui viendraient combler les manques qu'on a pu voir aujourd'hui, soit dans l'état de l'art, soit dans les actions opérationnelles à mettre en place. Et comment allons-nous faire cette feuille de route?
Alors, la méthode qu'on a mis en place, c'est une méthode assez low cost, pour ne rien vous cacher. L'idée, c'était qu'on n'avait pas forcément énormément de budget à consacrer, au moins pour l'élaboration de la feuille de route. Maintenant, une fois qu'elle sera là, ce sera certainement plus simple d'aller chercher des financements. Donc, pour l'instant, le webinaire que vous avez là aujourd'hui ou que les personnes pourront regarder en replay a vocation à communiquer sur qu'est-ce que le plan et comment va-t-on construire la feuille de route. Maintenant, concrètement, on a conçu ensemble 5 ateliers en présentiel qui vont s'échelonner du 10 octobre au 13 novembre. Et ces ateliers en présentiel vont porter chacun une thématique en particulier. Vous avez pu en voir certaines là ce matin. Et chacune de ces thématiques devra porter 3 ou 4 actions. Et l'ensemble de ces actions constituera la feuille de route régionale qu'on va écrire avec le comité régional fin novembre, début décembre. L'idée, c'est qu'on vous la mette en consultation publique auprès de l'ensemble des participants et aux webinaires et aux ateliers et au grand public en général, de façon à ce que chacun puisse venir y contribuer, même les personnes qui ont raté le coche du webinaire et des ateliers. Vous pouvez aussi donner votre avis. L'idée, c'est qu'ensuite, on digère l'ensemble de ces avis-là pour la mettre en validation par les différentes structures qui sont représentées, donc draft, réal, conseil régional, chambre d'agriculture. On envisageait de faire une signature officielle de façon aussi à marquer les esprits et à bien montrer que c'est pas seulement un bout de papier qui va traîner 2 ans et que c'est bien un engagement des différentes structures à mettre des moyens humains et des moyens financiers pour faire en sorte que les actions priorisées de la feuille de route se passent dans les meilleures conditions possibles et qu'elles soient données à voir au niveau régional et au niveau national comme vraiment faisant partie de notre plan pollinisateur. Et on espère que ce sera un tremplin pour le futur plan pollinisateur régional. Là, on attendra effectivement le retoilettage du plan national pour se dire comment est-ce qu'on peut monter en gamme et repartir sur la bonne dynamique qu'on aura enclenchée avec les différents acteurs. Je parle aux autres intervenants, n'hésitez pas à m'interrompre si j'oublie des choses, c'est possible et ça m'arrive. On va aborder une présentation assez rapide de chaque atelier et on vous rappellera aussi le lien pour vous y inscrire. L'idée, c'est qu'on puisse calibrer aussi les salles en fonction du nombre de participants. On ne voudrait pas se retrouver débordé et à repousser des gens vers la sortie. Ce serait vraiment dommage. Donc surtout, pensez bien à vous inscrire avant de vous y présenter. Donc, pour les 5 ateliers, il y en a... alors, un atelier dure une demi-journée. Ça, c'est pour le principe des ateliers du 10 et du 13. Donc, on a 2 ateliers le 10 octobre, 2 ateliers le 13 novembre et un nouvel atelier qui est en cours de finalisation et au niveau de la date et au niveau du format. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc, pour le 10 octobre, le matin, mieux connaître les populations de pollinisateurs. Gaëtan nous présentera l'atelier. Ensuite, préserver les pollinisateurs dans les milieux urbains, industriels et artificialisés. Là, on est sur un atelier piloté par l'Adréal, donc je vous en dirai un mot. Le 13 novembre matin, on est sur préserver la santé des pollinisateurs. C'est Frédéric qui va vous le présenter. Ensuite, les pollinisateurs dans les milieux agricoles et forestiers. Je te laisserai la parole, Sophie. Donc l'idée, c'est de bien comprendre dans chaque atelier les enjeux de chaque thème. Vous voyez bien, il y a un thème connaissance, un thème milieu urbain, industriel, artificiel, un thème santé globalement, un thème milieu agricole et forestier. Chaque thème va travailler sur ses propres enjeux. Sur chacun des ateliers, vous aurez un intervenant qu'on va appeler un intervenant témoin, qui va vous faire un retour d'expérience sur les actions qu'il ou elle met en place sur son territoire, avec un regard un peu analytique et assez critique sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et l'idée, c'est vraiment de mettre sur la table des éléments un peu critiques d'analyse et d'amélioration des actions qui sont en cours, de façon à se dire qu'effectivement, on peut prendre des actions qui existent déjà pour la feuille de route, mais l'idée, c'est de les voir en mieux. Comment est-ce qu'on les améliore? Comment est-ce qu'on les rend plus collectives? Et éventuellement, comment est-ce qu'on crée des actions qui manquent ou des éléments qui pourraient faciliter des actions existantes et qui patinent. Et l'idée, c'est bien que chaque atelier priorise un maximum de 4 actions. On ne veut pas une feuille de route exhaustive. Chaque atelier pourra brasser plus d'actions et ces actions-là ne seront pas oubliées. Il faut bien avoir en tête qu'on va essayer d'avoir un maximum d'éléments. Mais la feuille de route se veut quand même
un élément de priorisation, donc il va falloir qu'on fasse des choix. Et on va bien entendu s'appuyer sur les choix des participants. Donc on commence par l'atelier connaissances. Gaëtan, je te laisse brosser un peu le tableau. Oui, tout à fait. Donc le 10 octobre au matin, donc à Boves, au siège du Conservatoire d'espaces naturels, donc Boves c'est dans la Somme, il y aura donc un atelier le matin sur l'axe un peu d'amélioration de la connaissance des insectes pollinisateurs donc dans la région donc, des Hauts-de-France. Donc, vous avez un peu un aperçu tout à l'heure de l'état des connaissances et on se rend compte qu'il y a un certain nombre donc de lacunes en région, qui manquent des outils pour pouvoir un petit peu cibler des espèces qui pourraient être en danger ou en rareté, ça dépend en fait des différents statuts. Donc, du coup, cet atelier va avoir un peu un enjeu, c'est en fait, c'est les questions qui sont un peu listées sur la diaporama, c'est un peu voilà, comment on peut mettre en place le développement des connaissances sur ces différents groupes en région. Surtout aussi, comment on peut mutualiser les connaissances, comment on peut les centraliser, les partager pour que tout le monde sache un peu où est-ce qu'on en est régulièrement sur la connaissance, des connaissances sur ces groupes d'insectes. Donc, quels sont les outils qu'on pourrait développer là-dessus. Mais après aussi, d'ailleurs, ça va être un enclenchement ensuite pour obtenir donc sur une perspective plus ou moins à long terme sur un peu voilà quels sont à jour des listes de rareté, des listes de menaces sur ces groupes-là, donc à l'échelle donc régionale. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder lors de cet atelier. On va définir un peu donc les problématiques en région et surtout d'ailleurs quelles sont les 3-4 actions qu'on veut proposer en région et on essaiera un peu de les prioriser tous ensemble. Lors de cet atelier, on va avoir comme acteur témoin donc le parc naturel régional des Caps et Marais de Pâle qui vont nous faire une présentation sur les actions qui sont menées sur le territoire donc du parc, sur les volets donc d'amélioration de connaissances. Ils vont nous faire part un peu des démarches qui sont en cours, qui ont été mises en place, des choses qui ont été testées, et aussi surtout, qu'est-ce qu'ils en ont tiré en fait de ces débuts de connaissances, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc c'est un peu la connaissance des pollinisateurs vue par un parc naturel régional sur son territoire donc d'action. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cet atelier. Nickel, merci Gaëtan. Et je te remercie encore de nous accueillir à Boves, au siège du SEM. Pour la partie après-midi, du coup, on est sur un atelier animé par l'Adréal et qui va concerner les milieux urbains, industriels et plus largement les milieux artificialisés. Il faut savoir qu'on est dans la région Hauts-de-France, dans une région qui est très anthropisée, avec un gros bassin de population, le bassin minier, et également un gros bassin de population au niveau du sud de la région, puisqu'on a les effets de la région Île-de-France qui rayonnent vers nous. Donc, alors on est à la fois une région très agricole et en même temps une région très urbaine, et il y a énormément d'enjeux au niveau de la valorisation des espaces qui sont artificiels, pour lesquels a priori on se dirait que les pollinisateurs n'ont pas leur place, mais c'est un a priori, c'est-à-dire qu'il y a certainement des choses à travailler. Les enjeux de cet atelier, c'est se demander comment, avec les participants qui seront autour de la table, réfléchir à aménager des espaces artificialisés pour accueillir les pollinisateurs. Pas seulement pour leur proposer le couvert, mais aussi bien le gîte et des lieux de reproduction. L'idée, c'est de pouvoir proposer des lieux qui soient favorables à l'ensemble du cycle de vie des pollinisateurs et pas seulement des abeilles domestiques. Comme Gaëtan vous l'a présenté tout à l'heure, il y a tout un panel d'espèces qui sont concernées, chacune avec des besoins différents, avec des besoins en termes de ressources, d'habitat, de repro. Et vu la diversité des espaces urbains et industriels et artificiels qu'on a en région, il y a certainement aussi des choses à faire là-bas. La difficulté ou le défi que devra relever cet atelier, c'est bien qu'on s'adresse à des structures et des acteurs différents, des acteurs privés, des acteurs publics, des industriels, des entreprises, des collectivités. Et l'idée, c'est à la fois qu'il y ait une bonne information de l'ensemble de ces acteurs, également qu'on ait une bonne coordination des actions dans la logique de la trame verte. Si vous en avez entendu parler, c'est bien de proposer un maillage dans le territoire qui soit satisfaisant en termes d'habitat et de ressources pour ces insectes-là. Et en tant qu'acteur témoin, nous aurons la chance d'accueillir Guillaume Lemoine, qui est chargé de développement foncier et référent biodiversité à ETC, qui est également membre du CSRPN, donc c'est un comité d'experts régional qui va également contribuer à valider le plan pollinisateur
ou à demander une amélioration de la feuille de route si jamais elle n'est pas assez ambitieuse. Et Guillaume a pas mal travaillé par le passé, notamment sur la valorisation de certains espaces industriels à l'abandon, comme les carrières, pour en faire des lieux d'accueil des pollinisateurs, des lieux aussi pour développer la connaissance, puisqu'il s'agissait également d'aller compter et comptabiliser le nombre d'espèces qui étaient accueillies. Voilà pour ce que je peux dire sur cet atelier-là. Il sera co-animé d'ailleurs avec mon collègue Guillaume au niveau de l'Adréal et on a la chance d'être l'après-midi de l'atelier sur la connaissance. Donc pour les participants qui veulent participer aux 2 ateliers, et bien vous serez bien entendu les bienvenus. On passe à l'atelier du 13 novembre sur la santé des pollinisateurs. Frédéric, je te laisse la main. Donc cet atelier sera organisé le 13 novembre à Saint-Laurent-Blangy. Donc nous sommes accueillis sur le site de la Chambre d'agriculture. L'objectif de cet atelier, donc, qui aura lieu le matin, c'est la préservation de la santé des pollinisateurs, ce qui correspond en fait à l'axe 4 du plan national. Et l'idée, c'est de à la fois voir comment mieux connaître finalement les maladies ou les dangers sur le territoire, comment préserver, comment mieux lutter contre ces menaces, et finalement comment au niveau régional on peut s'organiser pour finalement mettre en place des actions pour la préservation de la santé des abeilles. Au niveau des témoignages, on a proposé à Claude Joly, donc qui est vétérinaire coordinateur de l'Observatoire des mortalités des affaiblissances d'abeilles, d'intervenir pour présenter cet observatoire. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est un observatoire qui est effectivement centré sur l'espèce domestique. L'idée, je pense, c'est déjà de voir comment ce type d'observatoire peut être sur lequel on peut s'appuyer aussi, puis finalement mieux communiquer, comment ça peut mieux fonctionner. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent être déployés, que ce soit chez l'abeille domestique ou chez les pollinisateurs sauvages. Par exemple, on a aussi, il y a un plan régional frelon qui a été mis en œuvre. Là aussi, ça a été initié par l'Adréal, comme le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante. Voilà, ça fait partie des choses finalement qui existent. Donc je pense au niveau de l'atelier, ce sera bien de voir qu'est-ce qui est déjà en place, comment on peut déjà mieux diffuser ou mieux communiquer sur les choses en place, comment ces outils qui existent peuvent être mieux appropriés par les acteurs, et puis derrière voir qu'est-ce qui pourrait être éventuellement fait en plus avec cet axe, voilà, santé des pollinisateurs. Merci Frédéric. On passe à l'atelier du 13 novembre après-midi. Sophie, je te laisse la main. Donc l'après-midi sera consacré à un atelier qui va pour objectif de préserver les pollinisateurs dans les milieux agricoles et forestiers. Alors aujourd'hui, effectivement, on a près de 90% des plantes à fleurs qui dépendent de la pollinisation, 80% des plantes cultivées. Et puis dans la région Hauts-de-France, on a l'agriculture qui valorise plus de 70% du territoire. Frédéric tout à l'heure disait qu'il y avait 3000 apiculteurs. Donc aujourd'hui, comment sur ce territoire, apiculteurs, agriculteurs, forestiers peuvent concilier des pratiques favorables aux pollinisateurs avec aussi un enjeu de production. Donc les questions que nous allons nous poser, c'est comment maintenir une ressource alimentaire diversifiée pour les pollinisateurs et comment aussi pouvoir renforcer les partenariats afin de développer des pratiques qui seront favorables à la préservation des pollinisateurs. Alors bien entendu, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions qui existent, mais demain, comment
continuer à réfléchir ensemble et à construire ensemble sur ce sujet. Alors, au niveau des acteurs et témoins, le choix a été fait de trouver des agriculteurs, des apiculteurs qui sont prêts à témoigner sur le sujet pour pouvoir amorcer la construction de la feuille de route. Merci Sophie. Hop, on avait prévu également un atelier sur la sensibilisation, la communication et l'éducation à la préservation des pollinisateurs. Cet atelier-là, on va le construire avec le syndicat mixte Eden 62, qui est assez connu pour l'ensemble des ressources dont ils disposent et pour lequel ils font des animations, notamment auprès des grands publics et des publics scolaires. Ils ont une mallette pédagogique, une exposition aussi qui s'appuie sur les résultats du projet SAPOL, dont Gaëtan vous a parlé tout à l'heure, projet Interreg. Et de l'ensemble de ces outils-là et auprès de l'ensemble des publics auprès desquels ils interviennent, on va leur demander de faire un retour analytique et critique sur les difficultés qu'ils rencontrent pour sensibiliser le grand public, les publics scolaires, mais aussi les collectivités et autres. Et on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut accompagner ces acteurs-là pour la protection des pollinisateurs. Et plus largement, comment est-ce qu'on peut communiquer sur l'ensemble des actions, des outils et des informations qui vont être qui sont déjà disponibles en Hauts-de-France, qu'on va certainement essayer de rendre visible via la feuille de route régionale. Donc c'est un axe qui est assez transversal à l'ensemble des ateliers. Et alors normalement, on va essayer de fixer une date entre le 10 octobre et le 13 novembre. Donc je devrais avoir des éléments d'ici la fin de la semaine pour qu'on puisse recommuniquer dessus. On va organiser cet atelier-là au siège d'Eden 62. Alors je ne sais pas si siège c'est le mot exact. Disons que c'est la maison de la nature du département du 62 dans lequel Eden réalise ses animations. C'est la grange Claire-Marais d'ailleurs. Et cette grange-là étant située à Saint-Omer, c'est pas forcément central, enfin, complètement central en région. Disons que pour les personnes du sud de la région, ce sera peut-être difficile d'accès. Donc on va essayer de prévoir des horaires qui vont permettre les déplacements, quelque chose comme 10h, 16h ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on affine d'ici la fin de la semaine pour faire en sorte que ce soit accessible et confortable pour tout le monde. On va certainement cibler fin octobre, la première semaine des congés scolaires. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir des enseignants et des formateurs qui autrement sont retenus par leurs cours et pour lesquels ce serait difficile de participer autrement. Voilà pour ce que je peux vous en dire. En tout cas, n'hésitez pas à venir participer à cet atelier-là qui peut paraître assez flou, mais c'est parce qu'on avait effectivement la volonté de brasser aussi l'ensemble des thématiques des autres ateliers sur la partie sensibilisation et communication. Et d'ailleurs, j'ai oublié la draft dans l'animation. Je te prie de m'excuser, Vincent. J'ai une erreur dans les diapos. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions pour les différents ateliers sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez un lien Framaform qui ressemble étrangement au Framaform d'inscription au webinaire. Le premier atelier a lieu le 10 octobre, donc c'est dans vraiment pas longtemps, dans 10 jours pour le coup. Donc on vous encourage à vous inscrire le plus rapidement possible. Je vais fermer mon diaporama et on va prendre les dernières questions s'il y en a. Que me disent mes modérateurs? Alors, il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. Ok, d'accord. Il est toujours temps d'en poser. Vous avez besoin d'une précision ou des informations en plus. Ok. Et en attendant, est-ce que dans les intervenants, vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux ateliers ou pas forcément? Non, pas forcément. Peut-être au niveau des horaires pour les ateliers, notamment du 10 octobre, on est très prochainement. Je ne sais pas si on peut communiquer déjà des horaires. Alors de mémoire dans les comités techniques, on avait parlé quelque chose comme 9h30 midi et 14h, 16h30 ou 17h. Après, ce sera peut-être à ajuster en fonction des ateliers et du contenu, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce sera quelque chose comme ça. On va essayer de pas démarrer trop tôt et pas finir trop tard, encore une fois, pour ceux qui font de la route.
Et l'idée des ateliers, c'est bien entendu de laisser un maximum de place aux échanges et autant de priorisation, parce que c'est toujours difficile de faire des choix, surtout quand on est nombreux autour de la table. Voilà. Alors, il y a une petite question dans le chat, parce qu'ils aimeraient bien avoir le lien pour l'inscription dans le chat. Oui, je vais vous l'ajouter tout de suite. Si vous le partagez. Ouais, ok. Et pour rappel, pour ceux qui n'ont pas entendu le début du webinaire, il sera disponible en replay. On vous enverra le lien et on communiquera dessus un peu plus largement. Hop. Il y a une nouvelle question Voilà. qui va apparaître. C'est que là, toute la présentation se fait entre techniciens. Est-ce qu'il y a des élus qui sont sollicités pour participer à ces groupes de travail? Alors, les élus, oui, effectivement, on va les solliciter pour participer aux ateliers. Maintenant, il y avait quelques élus qui étaient pressentis pour participer, dans la liste des invités au webinaire. On a invité les CPIE. Qui est-ce qu'on a invité également? On a invité les PNR, les conseils départementaux, les maires, les associations des maires. Mais après, c'est vrai que ce sont les acteurs que sont les élus sont des personnes qui sont quand même assez prises au niveau de leur agenda. Donc, on espère pouvoir effectivement avoir quelques élus pendant les ateliers. Sinon, on recommuniquera également sur le replay du webinaire et peut-être que ça leur conviendra mieux en termes de disponibilité. Sinon, il y a une autre question. Concernant, est-ce qu'il est prévu des formations sur les différents pollinisateurs autres que les rhopalocères, les papillons de jour, pour participer à l'effort d'inventorisation, l'effort d'inventaire? Du coup, je vais répondre. Oui, je t'en prie, Gaëtan, parce que je ne pourrais pas répondre à ta place. Est-ce qu'il est prévu des formations? C'est tout l'enjeu, en fait, des ateliers qui vont venir, en fait, pour faire remonter, justement, ces besoins de formation. Donc, notamment, à l'amélioration de la connaissance, ça peut être un enjeu. Alors, voilà, je ne veux pas influencer les choses, mais ça peut être des actions qui sont à remonter dans le cadre de la feuille de route sur les 2 années qui viennent. Parce qu'effectivement, pour faire l'inventaire, il faut avoir les compétences et les connaissances pour le faire. Néanmoins, depuis plusieurs années, il existe des formations sur les différentes espèces de pollinisateurs qui sont menées par les structures de connaissances en région, que sont le GON, le groupe ornithologique et naturaliste du nord de la France, mais aussi par Picardie Nature. Donc de temps en temps, il y a des formations qui sont proposées. Il y a aussi parfois sur les parcs naturels régionaux des petites sessions de formation ou des sessions sur le terrain de sensibilisation d'information qui sont menées. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de nos ateliers, en fait. On se rend bien compte que la formation est disparate. Donc, c'est comment, en fait, on peut relier les informations des formations prévues par les uns et les autres à l'échelle régionale. C'est tout l'enjeu de notre feuille de route, notamment sur les 2 années qui viennent. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à ce stade. Alors, il y a une autre question, en fait, qui me concerne pour la question, c'est donc sur la connaissance des populations. Est-ce qu'on est sur de la connaissance de population ou de manière plus générale sur de l'amélioration des connaissances sur l'ensemble des pollinisateurs, plus que du populationnel? Oui, tout à fait. Étant donné que dans l'état des connaissances, on ne connaît pas réellement la liste des espèces, ni leur répartition en région, on va devoir travailler sur la connaissance sur la liste des espèces en région, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est un préalable avant de savoir est-ce qu'on peut suivre ces populations ou pas de ces espèces, parce que pour les suivre, il faudrait suivre peut-être prioritairement des espèces qui seraient en danger ou rares en région, mais étant donné qu'on n'a pas de statut de rareté, de menace, suivre des populations, c'est pas évident. Et surtout que il y a des protocoles qui vont commencer à émerger au niveau national et européen sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est de la connaissance plus liste d'espèces, on va dire, dans un premier temps, de répartition des espèces, où est-ce qu'elles sont situées, plus que sur la population en tant que telle à ce stade, pour le moment. Mais après, ça, je peux pas préjuger ou de ce qui va être décidé lors de l'atelier sur l'amélioration des connaissances avec l'ensemble des participants à cet atelier. Donc peut-être qu'il y aura des actions qui vont émerger là-dessus, parce qu'on a des besoins, ça va être prioritaire, mais voilà. Donc je pense que ce sera plutôt sur la liste d'espèces. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait une remarque sur le fait que dans le formulaire, on ne peut pas cocher a priori plusieurs cases. Donc, je suis en train d'y remédier.
Je vous remercie de me l'avoir signalé. Ce que j'allais dire. Pour info, j'ai mis les ateliers sur le site de partage de ressources que je vous ai présenté tout à l'heure, dans le chat aussi, si vous voulez avoir un rappel des slides qui sont passés là-dessus, et avec le lien aussi pour quand on aura terminé la visio, si certains l'ont pas copié-collé, vous pourrez le retrouver là. Merci à toi, Tiffany. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Il nous reste maximum un quart d'heure. Et voilà, le formulaire a été modifié. Maintenant, vous avez des petites cases à cocher. Et normalement, ça devrait aller mieux. Céline, il me semble que ce lien sera envoyé après aux participants qui se sont inscrits au webinaire, qui nous ont peut-être quittés en cours de route ou qui n'ont pas pu venir assister. Oui, normalement, je devrais pouvoir récupérer la liste des personnes qui se sont connectées. Et je vous renvoie le lien vers le formulaire d'inscription, tout beau, tout propre. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, on mettra peut-être à disposition les contacts. Il y a une question qui vient d'arriver à l'instant là sur les dossiers de financement. S'il y a des dossiers de financement pour les actions en faveur du PRA, à quelle structure il faut s'adresser? Alors, je vais prendre la question. Au niveau de la DREAL, on a un fonds qui s'appelle le fonds vert et qui doit pouvoir financer les actions en faveur du plan pollinisateur. Maintenant, on attend les arbitrages au niveau du budget ministériel. On n'a pas forcément de visibilité sur ce que sera le fonds vert l'année prochaine, mais jusqu'à présent, c'est comme ça que ça fonctionnait. Sur le site de la DREAL, vous avez l'ensemble des cahiers qui présentent les mesures du fonds vert avec les mesures sur lesquelles vous pouvez participer. Il y a une mesure sur la partie pollinisateur. Cette année, elle était ciblée sur les actions non agricoles. C'était un choix parce qu'il y a une enveloppe qui est dédiée au plan pollinisateur et il y a une partie du fonds vert qui est dédiée aux actions non agricoles, donc plutôt par les assos, les collectivités, etc. J'espère que je vous ai répondu correctement. Je pourrais vous remettre aussi le lien vers les cahiers du fonds vert qui vous expliquent quelles sont les structures éligibles et les actions qui ont vocation à être financées par ce biais-là. Maintenant, pour cette fin d'année-là, ça va être compliqué. On est en clôture budgétaire et on attend les directives pour les années prochaines. Après, peut-être pour compléter aussi l'idée de cette feuille de route régionale, ça va être de mobiliser aussi des financements qui sont pas que État et des financements de la part de collectivités ou de la Chambre, enfin voilà, différents financements qui pourraient appuyer certaines actions. Après, il n'y a pas de savoir comment ça peut se construire avec la feuille de route. En tout cas, venez avec vos idées, vos actions. Vous connaissez maintenant les questions majeures qui seront posées aux ateliers. Et tout ça, ça doit se faire aussi de façon très concertée entre tous les acteurs pour parvenir à une feuille de route qui réponde à l'ensemble des interrogations et qui puisse satisfaire l'ensemble des acteurs en fait en région Hauts-de-France. Dans le chat, il y a une petite réaction pour dire que le formulaire ne fonctionne pas au niveau de la liste. Merci. Je viens de tester et chez moi ça fonctionne. Alors je vais vous montrer. J'espère que vous avez bien pris le dernier lien. Par contre, d'autres personnes signalent que ça fonctionne chez eux. Bon, chez elles. Donc normalement c'est ça que vous voyez. Si vous avez une autre version, c'est que peut-être le formulaire s'était pas forcément mis à jour correctement.
Donc là, maintenant, vous pouvez choisir de participer à tous les ateliers, ce qu'on vous recommande vivement. Voilà, on coche tout et on vient partout. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre, si vous avez des personnes qui vous accompagnent, c'est simplement pour qu'on puisse prévoir les salles avec les bons dimensionnements. Voilà, et je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Hop. Bon, je renouvelle mes remerciements pour les intervenants qui étaient là autour de l'écran ce matin. Hop. Ben, merci. Merci à toutes, merci à tous. Donc, je rappelle, il y aura un replay. On vous enverra aussi une petite foire aux questions par rapport aux questions qui ont été posées pendant la présentation. Et on va aussi communiquer largement pour les inscriptions auprès des ateliers. Et j'ai bien retenu qu'il fallait qu'on fasse un effort auprès des maires et des élus des collectivités. Voilà, une très bonne journée à tous et à toutes. Et au plaisir de se recroiser sur ce sujet-là.